Séjour de Martin Fayulu dans l'espace Kasaï. Campagne électorale précoce par certains candidats. Comment l'Amouka se prépare par rapport à cette campagne électorale? Débat au féminin. On parle ce samedi avec Madame Chantal Moboni, cadre de l'ESID et porte-parole de Martin Fayulu. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22. Bienvenue dans ce nouveau numéro du débat au féminin, fidèle auditrice et auditeur de Top Congo FM. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de votre radio, surtout pour suivre ce magazine de la femme sur Top Congo FM. Le débat au féminin, vous le savez, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Nous sommes à quelques jours du lancement de la campagne électorale et avec les différentes femmes qui passent sur ce plateau ces derniers jours, nous sommes en train de parler de comment cette campagne électorale doit se préparer pour qu'elle se passe dans les meilleures des conditions, pour qu'elle se passe sans accrochage. Campagne électorale, comment se prépare l'Amouka de Martin Fayulu? Nous allons en parler avec Madame Chantal Moboni, mais nous allons également toucher à quelques sujets de l'actualité ayant toujours trait au processus électoral. Madame Chantal, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, merci de l'invitation. Martin Fayulu revient de l'espace Kasaï. Comment s'est passé son séjour là-bas? Et vous attendiez-vous vraiment à l'accueil qui vous a été réservé? Est-ce une foule des curieux? Est-ce une foule des personnes acquises à la cause de Martin Fayulu qui vous a accompagné durant votre séjour dans cette partie de la République démocratique du Congo? Avant toute chose, je dois manifester ma reconnaissance, témoigner de ma gratitude auprès de la population de Chikapa et de Kananga. Bref, du Kasaï. Pourquoi? Parce qu'un accueil si chaleureux a été réservé au commandant du peuple. Vous me demandez si c'était des gens venus au hasard ou comment? Non. Parce que après l'entretien avec ces populations, il s'est de signaler que les populations ont démontré qu'ils avaient besoin d'un réel changement. C'est-à-dire qu'il y a un problème réel au niveau de nos territoires, de nos provinces, de nos entités territoriales décentralisées. Il y a un problème de famine, il y a un problème de manque d'infrastructures, il y a un problème de vie chère, il y a un problème d'insécurité, il y a un problème du pouvoir d'achat du peuple, les paniers de la ménagère. Donc la population est en train de souffrir. Et face à cette souffrance, la population est unanime. Elle cherche les changements. Et parce que Martin Fayulu aujourd'hui incarne le changement, parce que Martin Fayulu aujourd'hui a une vision par rapport à la RDC, dont le prérequis, les 4 prérequis, l'intégrité territoriale et la pacification du pays. Pour nous, c'est très primordial. Il y a l'état de droit, il y a la cohésion nationale et la gouvernance intègre. Donc aujourd'hui, Martin Fayulu a démontré à cette population sa constance, sa capacité de demeurer dans son peuple, sa capacité de parler, de communier, d'être complice avec ce peuple et son courage d'affronter les obstacles pour pouvoir apporter aux Congolais un avenir meilleur, c'est-à-dire servir le Congo pour permettre à ce qu'il réponde aux aspirations du peuple et que le peuple se retrouve au travers des opportunités que l'État pourrait mettre à la disposition de son peuple. C'est pourquoi même notre programme est intitulé « Investir dans le soutien pour développer le Congo ». Là, c'était en 2018 et aujourd'hui, c'est Congo et Kolomoko qui se résume dans le manifeste de Kisangani. Donc, vous voyez que la population n'a plus besoin d'être dupée. La population n'a plus besoin d'être roulée. Et arrivé à Chikapa comme à Kananga, nous vous disons toujours d'abord ce qu'il faut savoir que l'ESID est implanté dans toute la province. Et au-delà de ça, Martin Fayulu, en tant que président élu, a un contrat social avec le peuple.
et essayer de fixer l'opinion, que Martin Fayulu permet à ce que tout le peuple s'identifie en lui comme symbole de la cohésion nationale. C'est un candidat de l'unité nationale. Au fait, parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, le peuple manifeste que il est engagé, il est intégré, il est vraiment en relation avec le commandant du peuple. On a vu un Martin Fayulu très modéré dans ses propos. Qu'est-ce qui s'est passé? Martin Fayulu a parlé comme d'habitude. Au fait, il faut savoir d'abord que il y a eu un plan machiavélique qui a été préparé déjà pour stopper la délégation de la Mouka au niveau de l'aéroport et ne pas atteindre les lieux du meeting. Parce qu'il y a eu un groupe de gens que nous appelons une milice qui est venue avec la violence, avec une pluie de pierres. Vous avez vu, il y a même des véhicules qui ont été caillassés, il y a des gens qui ont été blessés. Vraiment, c'était du show. Et quelqu'un qui revenait dans une circonstance pareille, son attitude pourrait être trop interrogatrice. Pourquoi? Parce que on ne peut pas s'attendre à ça. Et n'oubliez pas que avant l'arrivée du président Martin Fayulu et de la délégation de la Mouka au niveau de Chikapa, le gouverneur de Kasaï central avait déjà tenu des propos tribaux, des propos qui incitent à la violence. Des propos des propos pour dire que aucun autre candidat n'avait le droit d'aller à Chikapa, au Kasaï central, pour faire la propagande, parce que le voix de là sont devoir réserver au candidat Fachi. Et voyez, son équipe de communication a dit sur nos antennes ici que les propos du gouverneur ont été sortis de leur contexte. Non, ça c'est un alibi face aux conséquences de ces propos, face à la gravité des faits, face à parce que vous savez, la Mouka s'y est mis. La Mouka a fait même une déclaration pour dire que si un incident ou un accident survenait pendant les séjours de la délégation de la Mouka et du président Martin Fayulu au Kasaï, il sera tenu pour responsable. Vous avez suivi, même des presses étrangères en ont parlé. Vous avez vu des organisations de droits de l'homme, de mouvements citoyens en ont parlé. Donc, ils ont vu la gravité des faits et ils essayent de trouver des alibis. Mais ça a été dit en langue nationale et c'est interprété par le Congolais. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que malgré la violence, malgré ce qui s'est passé, malgré, il voudrait est-ce que les gens restent dans ces mythes qui nous ont toujours brandis, dans ce que moi j'appelle les ballons d'air, qu'ils ont toujours présentés en face du monde, à la face du monde pour dire que c'était le fief électoral, là il y avait 90% de votants, ceci, cela, mais aujourd'hui Martin Fayulu a cassé ces mythes. Donc aujourd'hui... Mais quand même Martin Fayulu a reconnu qu'à Kananga, la police avait bien fait son travail, qu'il n'y avait pas d'incident. Tout citoyen congolais, patriote de surcroît, doit reconnaître le travail de l'autre. Si cela est fait dans le nord, mais si cela est très bien fait, vous savez que la délégation a été attaquée et la police a fait un travail. Donc c'est normal qu'il puisse reconnaître. Et quand la police fait son travail, c'est normal et c'est dans ses attributions. Parce que la politique, elle est, la police est apolitique, l'armée est apolitique. Donc c'est du devoir de la police de sécuriser le Congolais, le manifestant ou tout citoyen congolais sur le territoire national. Donc, si le commandant du peuple le dit, c'est responsable en tant que leader. Il a vu dans quelle ambiance les choses se sont passées, dans quelle atmosphère les choses ont été placées, comment les gens ont été préparés sur le plan comportemental pour agresser la délégation de la Mouka et priver à ce que le meeting soit tenu. Mais quand la police s'y est mise avec d'autres membres, d'autres Congolais conscients qui veulent les changements, nous avons pu maîtriser la situation et les meetings s'est tenu. Donc aujourd'hui, il y a un seul message. Il était modéré ou non, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui venait des échauffourées et il arrive et il passe son message calmement. Il était un peu sous le choc. Il était dans son pays et son message est très bien passé. Et le message, c'était la cohésion nationale.
Congo et Kolomoko, nous devons bannir le tribalisme parce que aujourd'hui faire du tribalisme, c'est construire les lits à la balkanisation. C'est permettre aux agresseurs du Congo de pouvoir balkaniser les pays. Donc le tribalisme étant venin, nous devons tous lutter contre ça. Donc son message, c'était un message de la cohésion nationale, un message de l'unité nationale. Et d'ailleurs, je viens de vous dire ici, pour nous, par rapport à la vision que nous avons, il y a 4 éléments fondamentaux que nous appelons le prérequis. Je vous ai dit ici, dont la cohésion nationale. Parce que sans la cohésion nationale, il n'y a pas moyen de pouvoir s'agrandir au dehors, comme a dit Victor Hugo. Donc, on commencera d'abord par la cohésion nationale pour s'affermir au-dedans avant qu'on puisse s'agrandir au dehors. Donc, à Chikapa comme au Kananga, la population est venue, la population a jugé que il veut les changements et les changements réels. Madame. Et la population s'est désolidariser des propos tribaux prônés par le responsable des institutions au niveau provincial. On va évoluer, madame. Une plainte. Je suis tombée sur la plainte. Je ne sais pas si c'est un vrai ou un faux document. Alors, il y a des petits soucis avec les noms. La plainte est formulée contre Patrick Mathias Machabidi, qui est gouverneur déchu du Kasaï oriental, qui n'est même plus en fonction, pour des faits qui se sont passés à Chikapa. Et l'on accuse Mathias Machabidi, qui est gouverneur déchu du Kasaï oriental, d'avoir tenu des propos tribaux quelques jours avant votre arrivée. Le gouverneur du Kasaï central s'appelle plutôt John Kabea Chikai. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cette confusion dans la formulation de la plainte? Est-ce qu'il y a eu précipitation? Est-ce que l'avocat n'avait pas toutes les informations? Qu'est-ce qui a occasionné cette confusion finalement? Bon, je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire parce que moi, ce que moi je connais, c'est que le gouverneur qui fait débat, le gouverneur qui a tenu ce propos, le gouverneur qui doit répondre de ses actes, et c'est John Kabea, et la plainte est bel et bien faite au nom du gouverneur. Je suis en train de chercher la plainte ici parce que je ne sais pas ce que vous avez, si ça vient d'où, moi je ne sais pas, et je sais que... J'ai vu un document de 3 pages avec Mathias Machabidi. Et je me souviens que j'ai même suivi sur d'autres médias, le jour où la plainte a été déposée, des médias, des radios que j'ai suivis qui parlaient de Mathias Machabidi et ça tiquait. J'ai même posé la question à notre rédaction pour demander si on avait la plainte et c'était le même nom. Le jour qui a suivi, l'avocat du gouverneur John Kabea, qui est passé sur nos antennes, a indiqué qu'il y avait une confusion au niveau des noms. Heureusement, j'ai devant moi la plainte. Ici, je peux lire plainte et dénonciation pour le tribalisme, atteinte aux droits garantis aux particuliers et tentative de meurtre contre... c'est la plainte contre Monsieur John Kabea Chikai, gouverneur de la province. On a eu à corriger. Centrale. Non, ce que vous dites là, moi, je viens de l'apprendre chez vous. Parce que je ne sais pas, ce sont peut-être des fake news ou quoi. Moi, j'ai ça ici. C'est d'ailleurs publié sur le site Twitter de la coalition Lamouka, sur le compte Twitter. Et d'où venait le premier document avec le nom de Machabidi? Vous savez que il y a ce que nous appelons aujourd'hui les cybercriminalités. Il y a beaucoup de choses, les gens qui font de fake news et ils sont connus. Vous savez d'où peuvent venir les fake news, mais nous, ça ne nous concerne pas. Ce que nous connaissons, c'est ça. Nous en avons ici, je peux même vous l'envoyer. Vous pouvez même lire, peut-être pour confirmer, peut-être que vous allez dire que je suis en train de lire autre chose. Donc c'est ça. Mais qu'est-ce qui justifie que même sur d'autres médias ce jour-là, non, même les médias ont parlé de Machabidi? Non, ce n'est pas parce qu'un média en parle que c'est la vérité. Vous êtes journaliste, il faut vérifier l'information. Vous êtes là, vous connaissez toutes les sources officielles. Il fallait appeler, vérifier l'information. Parce qu'il y a des médias aujourd'hui qui répondent aux besoins alimentaires. Il y a des médias aujourd'hui qui sont bien positionnés dans l'un ou l'autre camp. Donc, ce n'est pas parce que ça vient de médias que c'est ce qui est vrai. Le problème aujourd'hui, quelle est la réputation de ces médias?
Quelle est la crédibilité de ces médias? Parce que nous, on ne passe même pas dans tous les médias. Nous passons dans des médias que nous supposons être crédibles, être réputés et qui donnent de la vraie information. Donc, moi, je respecte bien votre média, je respecte votre travail, mais vous auriez dû... Et après, c'est Pengue qui est passé, et il y a eu la réaction de l'avocat. Merci pour cette mise au point. Le Grand Bandundu est considéré naturellement comme le fief de Martin Fayulu. Pensez-vous que les autres candidats, ils seront à l'aise pour battre campagne au moment venu, comme lui l'a été dans l'espace Kassai? Bon, moi, je suis en train de m'étonner des propos qui sont en train d'être développés ces derniers temps. Parce que moi, je me dis, avant d'être Bandundu Kassai, on est Congolais. Et à l'heure actuelle, au regard de ce qui se passe dans le pays, il faut plus être Congolais qu'être tribal. Il faut plus, c'est vrai que nous avons nos origines tribales qui nous donnent une certaine identité pour permettre à ce que nous soyons bien identifiés par rapport à d'autres personnes. Mais le problème aujourd'hui, c'est le Congo. Et moi, je sais que la loi garantit la libre circulation de tous citoyens congolais. Et depuis Mobutu, c'est l'unité nationale. J'ai vu le feu Conde Vila Kikanda devenir gouverneur au Grand Kivu. J'ai vu Mama Zouzo Ambombo devenir gouverneur au Bazaïr. J'ai vu le feu Samba Kaputo devenir mon gouverneur à Kisangani. Donc moi, aujourd'hui, je ne sais pas, je suis en train de me poser beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et surtout, pendant ces temps, nous avons besoin d'une cohésion nationale. Pourquoi on doit commencer à se dire, moi, je suis de tel espace, c'est moi qui dois... Non, non. Le problème aujourd'hui, c'est que le peuple n'est plus dupe. Le peuple connaît parfaitement bien qui est qui a fait quoi pour moi. Donc, si vous avez fait quelque chose où le peuple a confiance en vous, où il vous reconnaît avec une certaine notoriété, c'est au peuple de juger, c'est au peuple d'agir. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas limiter les gens pour dire que d'autres candidats ne peuvent pas aller au Bandundu. Pourquoi? Pourquoi? Ils sont congolais. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Vous pouvez aller faire votre campagne. C'est important d'ailleurs parce que avec tout ce qui s'est fait ici et avec cette façon de voir les choses, ça risque de ne pas nous apporter la paix. Parce que les élections, au fait, c'est quoi? C'est pas la fin du monde. Les élections, moi je me dis, l'élection c'est un acte par lequel un citoyen s'est choisi ses dirigeants au travers des urnes. Et nous pensons que c'est un acte qui doit se faire pacifiquement, qui doit se faire paisiblement pour que ça permette à ce que le pays aille de l'avant. Moi, je ne pense pas que les élections doivent maintenant nous oublier les Bumuntu, doivent nous faire oublier les Bumuntu, doivent aujourd'hui nous mettre en porte-à-faux avec les autres Congolais, doit aujourd'hui nous permettre de chercher des armes destructrices, des armes d'anti-valeurs pour pouvoir combattre les autres. Non. Moi, je sais que pour les élections, tout candidat président doit présenter, c'est ce qu'il est en train de penser pour le Congo. Il doit présenter sa vision, il doit dire ce qu'il va faire, par exemple, dans le secteur de la jeunesse, dans le secteur des infrastructures, de l'écologie, pour l'intégrité, parce qu'on a un problème de sécurité. Qu'est-ce que vous allez amener qui puisse nous aider à sortir de cette situation? Qu'est-ce que vous amenez en termes de l'administration publique pour revaloriser l'État congolais, pour avoir les imprimés des valeurs, pour avoir une monnaie des valeurs? Comment faire pour pouvoir améliorer le produit intérieur brut? Comment faire pour améliorer le pouvoir d'achat du peuple congolais? Comment faire pour assurer le panier de la ménagère? Ce sont des choses que le peuple attend. Aujourd'hui, il y a l'insécurité. Quelle est votre politique pour résoudre ce problème? C'est ça le problème. C'est autour de ça que les candidats doivent moi, j'en profite pour interpeller le peuple congolais. Que les gens ne nous amènent pas dans des discours de division, des discours séparatistes, des discours qui nous reculent encore davantage. Non. Aujourd'hui, nous avons besoin. Vous avez géré. Qu'est-ce que vous avez fait de nous? Votre bilan, c'est quoi?
Vous qui n'avez pas encore géré, qu'est-ce que vous nous proposez qui soit mieux que ce que les autres ont produit? C'est ça le grand problème. Une guerre d'idées. Une guerre d'idées, une guerre de citoyenneté. Parce que pour faire ça, il faut être d'abord citoyen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des défis à relever. Vous savez que nous, dans notre programme, on a parlé même de ça, des défis à relever. Nous devons tout faire pour réaffirmer notre identité culturelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Nous devons tout faire pour éviter à ce que nous puissions tomber dans ces pièges des tribalismes. D'accord, madame, on a compris le message. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces propos de Moïse Katumbi et ensemble qui circulent sur les réseaux sociaux, où on peut notamment lire que Martin Fayulu n'était pas reconnaissant, que Martin Fayulu n'avait pas la personnalité, la posture, la prestance pour être le candidat unique de l'opposition. C'est des propos qui sont vraiment relayés cette semaine. Qu'est-ce que la Mouka pense de ces propos? La Mouka, c'est l'esprit du peuple. Et la Mouka est très réconfortée du fait que le peuple soit de son côté. À l'heure actuelle, on n'a pas besoin d'être promis, d'être félicité par des candidats ou par des adversaires. Vous avez banalisé politiques. Ou ça vous a pas atteint? Permettez-moi de vous répondre. C'est pas le moment. C'est pas le moment d'attendre des félicitations. C'est une bataille. Et je venais de dire ici, heureusement pour nous, la Mouka, nous n'utilisons jamais de moyens frauduleux ou malhonnêtes ou de moyens qui soient basés sur les antivaleurs. Nous utilisons des moyens, des méthodes, des stratégies basées sur des valeurs. Ce que vous venez de dire là, moi personnellement, j'ai pas suivi. Parce que vous parlez des réseaux sociaux, je sais pas, mais je voulais seulement dire que vous pouvez dire que Chantal ne vaut rien, si c'est comme ça que ça a été dit, parce que moi j'ai pas suivi. Peut-être vous pouvez me classer, vous pouvez me juger comme vous voulez. Mais si le peuple congolais a trouvé bon de me choisir, si le peuple congolais, 5 ans après, continue à porter son dévolu sur moi, son choix, sa complicité avec moi, il était dans le Grand Bandundu. Il a été au Congo central pour nous prendre qu'est-ce qui se passe dernièrement. Il vient du Kasaï, le soi-disant fief du pouvoir. Il vient de là. Ce sont de faits. Moi, je suis factuelle. Moi, je ne suis pas en train de parler de débaderies, de choses peut-être pour discréditer les autres. Vous avez oublié, on a dit aussi que Martin Fayulu aurait eu 5 millions du pouvoir. On a vu ça dans les réseaux sociaux. On a vu des journalistes qui ont été payés pour discréditer Martin Fayulu. Mais il n'est pas proche du pouvoir depuis? Moi, je dis que nous avons fait 5 ans. Nous avons lutté contre ce pouvoir. Parce qu'avant estimé que c'est nous qui avons gagné les élections. Et même ceux qui sont aujourd'hui, peut-être qui sont des adversaires politiques, ils ont fait aussi des déclarations quant à ça parce qu'on a été ensemble. Mais aujourd'hui, là, devenir marionnette du pouvoir ou quoi, ça c'est pas nous. Martin Fayulu n'a pas un prix. Je voulais rappeler aux gens. Les autres avaient dit que Kabila lui aurait donné 4 millions. Où en sommes-nous? Il y a des gens qui ont dit que pour le bloc patriotique, on leur avait donné 500 000 $ et ils se sont brouillés avec l'autre. Où en sommes-nous? Quand le président est allé à Lubumbashi, on a dit qu'il a hypothéqué son droit de naissance moyennant 3 millions de $. Où en sommes-nous? Et aujourd'hui, c'est les 5 millions de Fatih. S'il vous plaît, pour nous, on appelle ça des beaux malheurs. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est les Congo. Vous savez, il y a une stratégie qui a été mise en place de tout faire pour divertir le peuple congolais. Amener le peuple dans la diversion, dans la distraction. Dans l'entretemps, les choses sérieuses contre la nation se font. Et nous, on avait compris ça bien avant. Et nous, on s'est dit, nous, on ne suit pas ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, le peuple qui a choisi Martin Fayulu, le peuple continue à soutenir Martin Fayulu. Et il faut dire aussi que en 2018, le président Katumbi n'était pas candidat président.
Ça, vous oubliez. Mais il a quand même apporté son soutien. Non, s'il vous plaît. Je suis en train de le dire, c'est de l'histoire. On ne va pas refuser. Il a apporté son soutien, oui. Donc, c'est normal. Ça, il faut comprendre. Parce que quand on est candidat, il y a un autre intérêt. Et quand on ne l'est pas, il y a un autre intérêt. Peut-être c'est par la force des choses. On est obligé de faire certaines choses. Mais moi, je vais sainement conseiller à ce que aujourd'hui nous puissions regarder le Congo, nous puissions voir comment sortir le Congo de cette situation, que de pouvoir aller dans des choses qui ne nous avancent pas. Parce qu'aujourd'hui, personne, peut-être par mauvaise foi, personne n'ignore que l'opposant congolais, l'homme congolais le plus populaire, plus que Martin Fayulu, n'est pas là. D'accord, donc madame. Les gens sont d'accord, que ce soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud, c'est Martin Fayulu. Donc nous pensons là, ce sont des histoires. Et moi, je ne sais pas, j'ai pas suivi personnellement le président Katumbi, mais je ne pense pas qu'il puisse dire ça. Parce que quand ces lieutenants avaient sorti cette histoire, il avait soutenu la campagne, tout ça. Moi, j'ai entendu le président Katumbi sur France 24 dire que tout le monde a cotisé. Et quand j'ai suivi le président Martin Fayulu sur les antennes de Jean-Marie Kassamba, il a aussi dit que il n'a pas été soutenu comme les gens le disent. Donc le problème aujourd'hui, moi je pense, ça ce sont de faux friands. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, c'est la sécurité du pays, c'est des élections apaisées, des bonnes élections, les élections crédibles. La priorité pour nous, c'est aujourd'hui comment les Congolais mangent, comment ils vivent. On a créé combien d'emplois? Les gens oublient. On a créé combien d'emplois? On a fait combien de kilomètres de route? Quel est le pourcentage en dessert en eau potable aujourd'hui? Le président de la République prête serment pour dire que il va veiller à l'intégrité territoriale. Il va veiller à ce que l'intérêt général prime. Est-ce que c'est ça le cas? Aujourd'hui, nous avons des occupants sur le territoire national. Que faisons-nous? C'est ça ce qui est essentiel. Ma sœur, pendant que nous faisons cette émission, connaissez-vous comment nos compatriotes de Goma vivent? Dans quel état d'esprit ils sont? Vous savez que la vie est devenue très chère. Parce que toutes les entités qui pouvaient produire pour alimenter Goma aujourd'hui sont découpées. Et les gens ne savent plus vivre correctement. Est-ce que vous pouvez imaginer que Goma puisse importer les pommes de terre des Malawi? Que les pays agresseurs du Congo puissent alimenter Goma en bien des premières nécessités. Madame, on comprend la situation est très difficile. C'est ce qui est important pour nous. Et vous avez plus de 6 millions de déplacés. Vous avez des gens qui vivent aujourd'hui avec une partie de province qui est dans le noir. Moi, j'ai pensé plus important. Au lieu de nous amener dans ça, les guerres évoluons, madame, évoluons. Et avec ces attaques, des lieutenants ou même entre candidats, est-ce qu'on peut s'attendre à une candidature unique au niveau de l'opposition? Parce que si on peut revenir sur ce que votre candidat a déclaré à Chikapa, il a indiqué que c'était au peuple de désigner le candidat unique. Mais quand on revient ici à Kinshasa, ceux d'Envol ont indiqué que le choix du candidat unique devrait se faire sur base de programme et eux estiment que le programme présenté récemment par Délice Essanga est le meilleur. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition peut se mettre d'accord pour dégager le candidat unique où chacun va aller en ordre dispersé parce que la campagne électorale c'est dans quelques heures? Madame Chantal va tout faire pour donner de la valeur au programme du président Martin Fayulu. Et c'est légitime aussi que les gens d'Envol puissent donner de la valeur au programme du président Délice Essanga. Donc nous devons être objectifs. Mais le problème aujourd'hui, que pour nous, je pense pas que la candidature commune soit d'actualité. Aujourd'hui là. Peut-être ça pourrait venir, mais pour le moment, il est encore temps de voir la candidature commune pour aller aux élections, n'est-ce pas? Qui va nous élire? C'est les électeurs. Est-ce que ces électeurs ont leur carte d'électeur en bonne et due forme? Est-ce que les électeurs arrivent à obtenir des duplicata? Est-ce que les électeurs les obtiennent facilement? L'article 6, alinéa 2 et 3 de la loi électorale nous dit que la CENI publie la liste des électeurs au niveau du centre avec indication de bureau de vote. Aujourd'hui, on n'a pas publié au niveau du centre. Ça rend difficile l'opération.
Mais vous aviez été avec la CENI il y a quelque temps, qu'est-ce qu'on vous a dit? Permettez-moi. La CENI, au travers de son communiqué 050 qui venait de sortir il y a peu, nous dit que il va mettre un préposé à la disposition des électeurs pour de consultations. Or, l'article 8 est clair. La CENI mettra un préposé pour de consultations en cas de contentieux de liste qui n'a jamais eu lieu. Parce que la loi dit que ça doit avoir lieu au moins 30 jours avant le début de la campagne électorale. Ça n'a jamais eu lieu. Prenez le cas aujourd'hui. À Kinshasa, on nous a donné le nombre de 5 millions d'électeurs. Je prends comme ça 5 millions, il y a des heureux, 5 millions d'électeurs. Mais à Kinshasa, on a 12 antennes de la CENI. Quand vous divisez les 5 millions par 12 antennes, vous aurez combien d'électeurs qui doivent aller chaque fois poser la question au préposé de la CENI pour consultation. Quand vous êtes par exemple à Bongayasa, l'antenne se trouve à Massimanimba. Vous pensez que quelqu'un va quitter Bongayasa pour aller à Massimanimba vérifier si son nom figure sur la liste? Et pourquoi on ne met pas ça dans le site de la CENI? Il faudrait que ça soit mis là-bas. Parce que même si on met sur le site, est-ce que tout le monde a accès à Non, Internet? c'est-à-dire quoi? Non. Quand vous mettez dans le site, ceux qui sont dans les milieux urbains, qui peuvent avoir la facilité de consulter dans le site, vont le faire et ça va diminuer déjà le nombre de personnes qui iraient voir le préposé. Même si cette façon d'aller voir le préposé, c'est contre la loi. Parce que la loi dit, la CENI publie au niveau des centres de vote, avec des indications de bureau de vote. Ce n'est pas ça le cas. Donc aujourd'hui, moi je pense que les candidats présidents doivent d'abord se fixer sur le règle du jeu. Nous allons arriver le jour de vote. Quelqu'un qui a une carte qui n'a plus d'écrit, va-t-il voter ou pas? Ça va créer un problème. Les gens qui ne trouvent pas. Aujourd'hui, on nous parle des NT. Mais pourquoi ces personnes-là ne vont pas chercher les duplicata? NT, c'est-à-dire le nom trouvé. Vous allez chercher les duplicata, votre nom ne se retrouve pas dans la liste, dans la banque de données de la CENI. Et on vous dit, allez au niveau national. Ce ne sont pas des personnes qui se sont fait enrôler plus d'une fois? Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un amène sa carte. Il vient. S'il a été enrôlé plus d'une fois, ça doit être reconnu au niveau de la machine parce que la machine est supposée avoir supprimé les doublons parce qu'ils avaient dit qu'ils auraient fait l'air audit. On ne sait pas. Mais le problème, c'est quoi? Quand vous avez des gens qui y vont, leur nom ne figure pas. Que fait la CENI? Maintenant, ce sont de noms trouvés. Quelle solution on cherche pour eux? La CENI, c'est l'organisatrice des élections. Elle est arbitre. Et il faudrait qu'il y ait un cadre de concertation avec des parties prenantes pour pouvoir élaguer certaines choses. Peut-être qu'il y a une mauvaise information. Mais dans ces cadres de concertation, il y aura des informations qui soient plus rapides. Donc, madame, si on doit résumer ce que vous dites, il y a encore des préalables à remplir avant d'aller aux élections. Aujourd'hui, ce que moi je pense, pour nous, la candidature commune n'est pas urgente. C'est pas urgente, même si, parce que le président avait dit, si le peuple oblige à ce que ça soit ainsi, ça sera ainsi. En 2018, le 29 septembre 2018, nous étions sur le terrain triomphal et la population a dit, sortez-nous un candidat commun. Et quand Martin Fayulu est devenu candidat, est désigné candidat commun, c'est toute la population qui a accompagné, qui a accepté et jusqu'aujourd'hui, il porte son choix sur lui. Le problème aujourd'hui, c'est que il faudrait que nous puissions d'abord savoir, nous allons dans quelle élection? Est-ce que si des doutes demeurent sur la transparence du processus? En 2018, nous avions un candidat commun. Il a gagné, il n'a pas exercé. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui qu'il nous ait un candidat commun pour gagner et exercer? Le problème, il y a deux étapes de problème. Vous gagnez, est-ce que vous exercez? Si vous gagnez, vous exercez, tant mieux. Et pour anticiper les choses, pour travailler en amont, au lieu de subir les conséquences, voyons d'abord les cadres qui nous réunissent. Voyons d'abord les intérêts. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir, c'est ce que je dis. Y a-t-il encore des soucis quant à la transparence dans le processus électoral? Il y a eu une frange des candidats de l'opposition qui sont allés voir le président de la CENI, notamment pour exiger plus de transparence dans les processus électoraux. Est-ce c'est juste pour mettre la pression ou il y a encore méfiance vis-à-vis de la CENI dans ce qu'elle fournit comme effort pour organiser les élections transparentes? La CENI nous parle de 43 955 181 électeurs. Qui sait que si son nom figure là-bas? Je viens de vous dire ici, les distances qui se trouvent entre les électeurs et les antennes de la CENI
Je viens de vous dire ici les difficultés qu'éprouvent les électeurs pour l'obtention de duplicata. Je viens de vous dire ici combien des électeurs ne retrouvent pas leur nom dans le fichier électoral. Alors, pour ne pas revenir sur les problèmes que vous avez déjà évoqués, qu'est-ce qui doit être fait? Je suis en train de vous dire, parce que vous parlez de la transparence électorale. La transparence électorale, c'est d'abord par rapport au fichier électoral, par rapport aux règles du jeu. Aujourd'hui, savez-vous combien de machines ont été commandées? Personne ne le sait. Il semblerait qu'on pourrait utiliser d'autres machines qui étaient restées dans les entrepôts de la CENI. Combien de machines sont encore en bon état? Combien ont été réactualisées? Qu'est-ce que vous proposez pour que les choses se déroulent normalement? La transparence électorale, nous proposons un cadre de concertation avec la CENI et les partis prenantes. Quand je dis partie prenante, je vois le candidat président parce qu'ils en ont plus intérêt. C'est-à-dire, ils doivent se parler avec la CENI. Pour établir les règles du jeu. Pour établir les règles du jeu. Pour avoir des amples détails ou des amples explications par rapport à certaines choses, peut-être qui ne sont pas très bien connues de candidats présidents. Et la CENI doit, parce que on a été ici, on a fait 3 cycles électoraux. C'était la coutume de la CENI, mais pourquoi aujourd'hui ils n'en veulent pas? Aujourd'hui, vous pouvez comprendre que nous allons aller aux élections comme ça. Les gens ne connaissent même pas si elles vont voter. Parce que le fait que ça prend beaucoup de temps, cette opération de duplicata cause beaucoup de dégâts, beaucoup de retard. Beaucoup de gens se refusent d'aller encore perdre leur temps à chercher des cartes. Mais non. Est-ce que nous nous basons sur le pourcentage réel des gens qui vont voter? Est-ce que ça nous arrange? Ceux qui ne vont pas voter, ça va profiter à qui? Donc, il y a besoin de transparence. Merci, madame. On a plus beaucoup de temps. Il y a besoin que la CENI discute avec le parti prenant. Parce que nous sommes Congolais. Nous voulons que les choses aillent mieux. Nous ne sommes pas là pour commencer à refuser tout. Mais le problème, c'est que il faut aussi mettre des opportunités à tous les candidats, les mêmes opportunités. Aujourd'hui, je peux vous dire, pourquoi les ministres en fonction ne démissionnent pas? Pourquoi les PDG, les mandataires candidats ne démissionnent pas? Nous avons vu dans ces pays les journalistes démissionner parce qu'ils étaient candidats. Pourquoi ils démissionnent pas? Aujourd'hui, on peut nous dire pourquoi il y a des panneaux publicitaires avec les numéros de campagne partout. Ici, il y a des panneaux qui sont installés. C'est avant la campagne électorale. Qu'est fait la CENI? Qui doit sanctionner? Il y a beaucoup de choses. Qui doit sanctionner? Pourquoi les autres candidats ne dénoncent pas? Il y a beaucoup de choses. Nous dénonçons toujours. Nous le disons toujours. Mais la si DGPEC... c'était la MOCA qui l'aurait fait, on aurait invalidé des candidats. La DGPEC a réagi par rapport à ça parce qu'il y a eu, vous le savez, les candidats de l'opposition qui ont dénoncé le fait que les espaces publicitaires sont plus réservés pour ceux de la majorité et eux n'ont pas d'espace. Et la DGPEC a dit qu'elle n'a pas octroyé des espaces seulement à ceux de la majorité. Elle a rejeté ces accusations. Mais comment justement vous jugez tout ce que nous vivons aujourd'hui avec ces caravanes motorisées, avec ces masques de santé, avec ces affiches, avec des numéros? Certains passent déjà dans les médias, les propriétaires des médias. D'autres sont en train d'appeler qu'on puisse leur donner clairement des voix. Comment vous jugez cela? Un désordre organisé entretenu. C'est difficile de me dire que je suis dans un état de droit. Parce que la campagne n'a pas commencé. Qui doivent commencer déjà à faire campagne. Et c'est au vu au-dessus de tout le monde. Ça passe même dans le média. Et tous ceux qui affichent, tous ceux qui font ici, ils ont obtenu l'autorisation de la ville, de la commune? Vous êtes journaliste, c'est à vous de nous éclairer là-dessus. Vous pouvez aller dans toutes ces communes-là, vous poser des questions et avoir des éclaircissements. Nous, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Mais nous constatons quand même qu'il y a un désordre organisé. On a eu des processus électoraux. C'est vrai, on a mené de combats, de luttes pour la transparence, pour la vérité des urnes. Mais je vous dis, il n'y a pas eu un chaos comme celui-ci. Les gens peuvent parler, les gens peuvent dire, ils peuvent décliner des responsabilités. Mais nous voyons tous. Le problème est que, aujourd'hui, il y a un certain groupe de gens qui voient, mais qui sont en train de voir des choses, mais qui refusent d'admettre ce qui se passe. Et c'est ça, c'est qu'il y a un danger. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être candidat, mais rien ne te garantit que tu seras élu. Parce qu'aujourd'hui, hier, je vis, il y a eu un scandale, je crois avant-hier, scandale au niveau, à limiter là-bas parce que
Il y a un soi-disant député qui s'est revenu, qui n'a pas donné de l'argent. On a pris 2 chaises et c'était... Vous voyez des choses qui se font comme ça. Justement, madame... pourquoi il n'y a pas sanction? Sommes-nous dans une jungle? Justement, c'est vrai, hein, vous, la Mouka, vous n'avez pas des candidats députés nationaux, provinciaux, mais vous avez quand même votre candidat président de la République. Comment les gens doivent se comporter pendant cette période de pré-campagne et pendant la période de la campagne électorale pour éviter des attaques frontales, pour éviter des insultes, pour éviter des propos discriminatoires? Qu'est-ce qui doit être fait? Quelles attitudes doivent être adoptées par les candidats? Pour parler de vous, la Mouka, il paraît que vous avez un groupe des jeunes acquis à votre cause du côté de la Tchangou, qui ne jurent que par vous, qui ne laissent pas passer des candidats d'autres obédiences. Comment vous allez gérer ces personnes-là pendant la période de la campagne électorale, madame? Pour parler de cette personne, c'est ce qu'on appelle en psychologie la projection. Je dois répéter ça. C'est ce que vous faites quelque chose et vous voulez coller ça à la peau d'une autre personne. La Mouka n'a jamais eu une milice. La Mouka n'a jamais eu de gens qui fassent tout cela. Ne peuvent faire cela que les gens qui sont soutenus, entretenus par la police, par les autorités. La Mouka n'est pas au pouvoir. La Mouka n'exerce pas le pouvoir. Comment la Mouka pourra-t-elle faire ça? Nous avons vu des gens marcher avec des machettes ici, accompagnés avec la police dans ces pays. Donc il faut pas changer de choses. Ça, nous ne pouvons pas accepter. Nous, SID, nous sommes un parti non violent. La Mouka, c'est une plateforme de la non-violence. Nous avons commencé à lutter pour la vérité des urnes et jusqu'aujourd'hui, nous y sommes. Et vous avez suivi combien même ceux qui ont géré la CENI en fait de confession, nous sommes là. Et quand nous réclamons la transparence électorale aujourd'hui, c'est l'une des composantes de la vérité des urnes. C'est pour garantir au fait cette vérité. Donc nous sommes dans notre vision. Nous disons au peuple congolais que c'est vrai que les moments de campagne, il y a certaines tensions, c'est un moment très sensible et très délicat, mais nous n'allons pas oublier que nous courons déjà un danger dans ces pays de balkanisation. Nous n'allons pas oublier que nous courons déjà un danger parce que les gens veulent avoir notre terre. Les gens veulent diriger notre écosystème, notre écologie. Les gens veulent prendre possession de l'eau congolaise. Les gens veulent prendre possession de nos minéraux. C'est 4 choses aujourd'hui qui font la chronique des choses. Tout le monde voudrait avoir de l'eau, de l'air, l'oxygène, de minéraux. Et tout le monde voudrait avoir la terre, mais nous en avons. C'est-à-dire que nous sommes une nation qui doit toujours être consciente de ce qu'elle est, de ce qu'elle vaut et de ce qu'elle doit faire. Moi, j'appelle aujourd'hui à tous citoyens congolais, j'appelle à tous mes compatriotes et toutes mes compatriotes de pouvoir mettre en avant la cohésion nationale, l'unité nationale. Même durant cette période de campagne électorale. Surtout pendant cette période. Il faut la citoyenneté. Il faut le patriotisme. Il faut le civisme. Pendant cette période, nous devons prendre conscience. Nous devons nous dire que les élections, au fait, ce n'est que le moyen pour permettre aux électeurs de se choisir leurs dirigeants. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il faudrait que ce choix se fasse dans les normes. Et c'est pourquoi nous disons que l'organisatrice des élections doit faire très attention, doit vraiment veiller à ce qu'elle ne soit pas, elle, le canal par lequel passe un scandale. Là, on parle d'organisatrice, on a longuement parlé, mais quel doit être le comportement de chacun des candidats? Mais la responsabilité est partagée. On ne peut pas responsabiliser les candidats et laisser l'État congolais qui accompagne les antivaleurs. On ne peut pas responsabiliser un candidat et laisser la CENI qui a la gouvernance électorale, mais qui met les gens dans des conditions telles qu'il n'y a pas de transparence électorale.
C'est ça un problème. Donc aujourd'hui, la responsabilité est au niveau de la CENI. La CENI doit tout faire pour la transparence électorale. La CENI doit tout faire pour mettre les gens en confiance. Et cela passe par les cadres de concertation. Il faudrait que les autorités, je peux dire l'État congolais, prennent ses responsabilités en termes de sécurisation des élections, en termes de l'unité nationale et de la cohésion nationale. Parce que quand on a parlé du gouvernement du Kasaï central, c'est les représentants de l'État. C'est une institution de la République qui a tenu des propos comme ça. Mais le peuple essaie de solidariser de ça. Le peuple voit le goût de vivre ensemble. Donc, il faudrait attirer l'attention de ceux qui gèrent la République pour dire que le pouvoir passera. Mais le Congo doit rester. Et le Congo restera un et indivisible. Donc, pendant cette période, je vais dire au peuple congolais de ne pas sacrifier son droit de vote, de ne pas vendre son droit de vote, de ne pas vendre sa souveraineté, de veiller à ce que si élection il y aura, que son vote soit respecté. Les Congolais doivent veiller à ce que son choix soit respecté. Vous avez déjà préparé vos observateurs? Toute plateforme responsable doit s'assurer de sa surveillance électorale. Nous sommes là. Si nous disons que nous allons aux élections, c'est-à-dire nous sommes prêtes. Nous avons déjà notre programme. Nous avons déjà préparé tout ce qu'il fallait préparer. Il y a des choses qui ne se disent pas à la place publique. Et nous disons au peuple congolais, plus jamais du hold-up électoral au Congo. Il faut jamais accepter que notre droit de vote soit bafoué. Et il faut tout faire. Parce que assurer demain, c'est aujourd'hui. Donc, regardez des menaces que nous avons à l'est de la République. Et si nous blaguons aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons devenir? Regardez comment se trouvent nos frères et sœurs à Goma aujourd'hui, à Kishiche, à Kichanga, à Kiwanja, à Nirangongo. Vous voyez dans quel état ils sont. En Ituri, quand vous prenez la partie ouest, ici, vers Kwamutu et autres, vous voyez que nous sommes dans un état tel que tout le monde n'est pas à l'aise. Alors, pour permettre à ce que nous puissions avoir des élections apaisées, il faudrait aussi que la CENI voie, parce que il y a aussi un problème pour les gens de Masisi et de Rutshuru. Les droits au vote, c'est garanti par la loi. Qu'est-ce que la CENI en dit? Donc, il y a besoin d'un cadre de concertation. Merci beaucoup, madame. Aujourd'hui, nous pensons que, et je veux aussi dire à nos frères policiers, que nous sommes dans une période très sensible. Nous appelons seulement à nos frères policiers d'aimer le Congo et d'aimer le Congolais. Parce que leur devoir, c'est de sécuriser les Congolais et leur bien. Donc, nous devons multiplier comme ça de messages à toutes les catégories de personnes parce que le Congo est notre mère patrie. Le Congo coûte cher. Nous devons protéger les Congos. Et je sais pas si c'est ma conclusion. La conclusion, on doit terminer. On a déjà débordé. J'ai dit ceci. Le Congo a tout ce qu'une nation chercherait pour se faire fort, pour se faire grand. Nous avons de l'eau. Nous avons la terre. Nous avons le minerai. Et nous avons l'air, l'oxygène, avec toutes ces tourbières que nous avons. C'est maintenant notre capacité de transformer ces potentialités en richesses et de redistribuer ces richesses équitablement à tous citoyens congolais. Qu'est-ce que nous pensons du Congo? Si nous voulons un Congo grand, comme a dit le patriarche Lumumba, qui a dit maintenant que nous avons l'indépendance, battons-nous pour la prospérité et la grandeur du Congo. Pour la grandeur et la prospérité du Congo, il relève de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective. Donc, chaque citoyen congolais, vous devez mettre en tête que vous êtes tellement convoité par le monde et que c'est à vous de vous rendre fort pour que les gens vous respectent. Merci beaucoup, Madame Chantal Moboni. Si on doit résumer tout ce que vous avez dit, la campagne électorale doit se faire dans l'unité et dans le respect de chaque composante, mais que le peuple soit conscient de la richesse et de la force du Congo. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Isabelle Moengo qui nous a aidé dans la préparation. Miguel Menaki a tout coordonné. Jacques Nega qui a assuré la prise de son. Toute l'équipe vidéo, Didi Bintika
Dani Zayobi, Patrick Mugongo pour la prise de vue. Nous n'oublions pas Théophile Sakweno. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de Top Congo FM. N'oubliez pas le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h, en rediffusion dimanche après le journal de 19h. Bonne suite de programme sur Top Congo FM. Séjour de Martin Fayoulou dans l'espace Kassai. Campagne électorale précoce par certains candidats. Comment l'Amouka se prépare par rapport à cette campagne électorale? Débat au féminin. On parle ce samedi avec Madame Chantal Moboni, cadre de l'ECID et porte-parole de Martin Fayoulou. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22.